C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. Plusieurs mois après le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, des citoyens sont réticents à la vaccination. Vous suivrez à ce propos un reportage dans ce journal. Ouverture du festival départemental des jeux ludiques dans le Koufo. Et c'était le week-end dernier à la maison des jeunes de Diakotomé. On en parle dans ce journal. En Algérie, des incendies ravagent le nord du pays. Le bilan est lourd. Vous en saurez davantage dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Merci de l'attention et bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement béninois a officiellement lancé le 31 mars dernier la campagne de vaccination contre la Covid-19. Plusieurs mois après, des citoyens sont réticents à la vaccination. Suivez ici le reportage de Clémence Tonoucoin et de Damien Pedro. La vaccination contre la Covid-19 était au départ limitée à certaines couches de la population et certains corps de métier. Elle a été ensuite élargie à tous les citoyens âgés d'au moins 18 ans. Le chef de l'État et quelques ministres du gouvernement ont donné le bon exemple. Malgré cela, des citoyens ne sont pas décidés à se faire vacciner. Personnellement, je ne l'ai pas fait et j'ai de réticence par rapport à ça. C'est vrai que le chef de l'État a donné l'exemple en se faisant vacciner. Mais nous suivons les chaînes à l'international aussi et les médias internationaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Cela nous amène à être vraiment réticents. Franchement, je ne l'ai pas encore fait parce que il y a trop de polémiques autour. Et je ne table que sur des réflexions scientifiques pour apprécier la chose. Parce que le débat il est à haut niveau. À un niveau que on ne peut qu'avoir du doute. Selon le docteur Uriel Dassundo, cette réticence de la population se justifie par la peur et le manque d'information. Pour lui, l'unique solution à cette situation reste la sensibilisation. Actuellement, nous avons beaucoup de vaccins venus de différents laboratoires. Et il y a déjà une guerre entre ces laboratoires, une guerre froide carrément et qui n'arrange pas la population. Et cette réticence est justifiée, c'est la peur, c'est l'insécurité. On n'est pas tranquille et il faut dans ce cas informer les populations pour dire bon voilà, nous avons quand même des vaccins sur le marché béninois qui sont de très bonne qualité. Moi, j'ai eu déjà fait mes 2 doses de vaccination anti-Covid. Je ne suis pas mort, je ne suis pas tombé malade, je suis agent de santé, je me porte très bien. Comme tout produit, les vaccins anti-Covid ont une date d'expiration. Ne pas les utiliser avant cette date serait du gaspillage. Si pendant une période donnée, le produit n'a pas été injecté, on sera obligé purement et simplement de mettre de côté et de jeter, tout simplement. Mais ce serait du gâchis pour notre pays, ce serait du gâchis pour le ministère de la Santé. Le porte-parole du gouvernement, lors de sa dernière conférence de presse, n'a pas manqué d'inviter les populations à faire le bon geste. De demander à l'ensemble de nos compatriotes d'aller dans les centres de santé, là où les vaccins sont disponibles, pour aller recevoir leur dose. La vaccination reste l'un des moyens les plus efficaces de lutte contre la pandémie. Autre information dans ce journal, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement lors de sa conférence de presse tenue la semaine dernière sur les questions d'actualité est revenu sur les réformes engagées par le gouvernement au niveau de l'enseignement supérieur. Wilfried Léandre Rumbedi a notamment opiné sur la nomination des recteurs dans les différentes universités. On l'écoute. Quelle est la finalité de la démocratie? C'est le développement, c'est l'épanouissement. Aussi bien au plan national que sur les structures ou les localités où le principe démocratique s'applique. Nous avons fait une expérience avec nos universités publiques en promouvant la désignation au suffrage universel de leurs responsables. À l'heure du bilan, je ne suis pas universitaire, je ne suis plus étudiant non plus, mais à l'heure du bilan, les acteurs eux-mêmes restent sur leur fin. Quant aux effets
recherché à travers cette réforme. Et puis, rassurez-vous, ça n'est pas une décision du gouvernement, ça n'est pas une imposition du gouvernement. Le gouvernement a mis en place, là encore une fois, dans une démarche participative, consensuelle, a mis en place une commission qui a travaillé, a déposé son rapport avec des propositions, et ce rapport a été soumis à l'analyse des experts, aussi bien du public que du privé, et même associatif, à l'occasion du séminaire national qui a été organisé pour faire le point, trancher et faire les grands arbitrages. C'est ça qui a débouché sur la décision d'organiser désormais la désignation des dirigeants de nos universités publiques par l'État central directement. Et donc il faut espérer que le processus qui va se mettre en place, puisqu'il s'agira surtout d'appel à candidature, va faire en sorte que émergent les meilleurs profils en termes de qualification, mais aussi en termes de capacité de gestion. Et ces meilleurs profils vont être regardés, le gouvernement va faire les choix, procéder à la nomination et, fort évidemment, avec la dynamique de promotion du sens de responsabilité, mais aussi de bonne gouvernance qui prévaut dans notre pays depuis au moins 5 ans maintenant, ces futurs responsables seront jugés au résultat. Et nous apprécierons tous ensemble si ça n'a pas été une bonne décision que de prôner désormais la désignation et d'attacher à ces personnes l'obligation de résultat dans les différentes fonctions qu'elles seront appelées à occuper. Voilà la perspective, et donc on peut bien constater que, a priori, il ne s'agit pas d'un recul démocratique. L'objectif poursuivi, c'est la performance de nos universités, c'est la recherche de l'efficacité au service des étudiants, au service des plus jeunes et au service du Bénin en un mot. Toujours en page Nation, la maison des jeunes de Diakotomé, occupée pendant près de 10 ans, j'allais dire, par des militaires, s'ouvre enfin aux jeunes de cette commune. Et c'était le samedi dernier, à l'occasion de la phase départementale des Jeux ludiques dans le Koufo. Jonas Bouchi pour le reportage. Avant le démarrage des divers jeux dans le cadre de ce festival départemental des jeux ludiques dans le Koufo, le directeur départemental des sports a fait cet important rappel aux jeunes venus des 6 communes du Koufo. Il faut le rappeler, il y a de cela 10 ans, la maison des jeunes a été occupée par les militaires et il a fallu l'avènement du régime Talon à l'occasion de la reddition des comptes. Les jeunes ont émis le vœu qu'ils plaident en leur faveur auprès du ministère de la Défense pour que les militaires puissent quitter ce lieu de loisirs pour les jeunes. Quelques jours après, ça a été fait. À travers ma voix, la jeunesse de Diakotomé tient à remercier le président Patrice Talon pour avoir mis en exécution cette promesse qui a permis aujourd'hui d'abriter depuis plus de 10 ans, pour une fois encore, les activités ludiques. Les diverses compétitions ont permis aux jeunes de bien se divertir et de se rendre compte aussi de leurs limites par rapport à certains jeux comme le Scrabble. On peut quand même dire que l'organisation a été réussie, mais les clubs de Scrabble dans le Koufo, on voit quand même que le niveau reste assez faible et qu'il faudra quand même beaucoup faire pour que les joueurs puissent quand même jouer à un certain niveau un peu plus élevé. Les importants matériels ludiques offerts aux gagnants de chaque jeu permettront surtout à redonner vie à chacune des maisons de jeunes du Koufo, a insisté Brian Djoko. Aujourd'hui, il n'y a pas eu premier, il n'y a pas eu dernier. Il y a juste que les jeunes se sont retrouvés, nos papas se sont retrouvés, les femmes, les jeunes filles se sont retrouvées, les enfants se sont retrouvés pour s'exprimer à travers les loisirs sains. Tous ces prix iront directement aux maisons des jeunes pour que les maisons des jeunes puissent être animées, pour que à chaque volonté de vouloir s'exprimer dans les loisirs sains, jouer par exemple, qu'ils puissent se diriger vers les maisons des jeunes. Parmi les lots offerts aux vainqueurs de chaque jeu, il y avait aussi des fournitures scolaires pour davantage inciter les élèves et étudiants à s'adonner aux jeux ludiques pour leur distraction. En interactualité, la Guinée annonce de nouvelles restrictions pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, renforcement des contrôles au niveau des frontières, port du masque obligatoire, fermeture des boîtes de nuit sont des mesures mises en place jusqu'à nouvel ordre. Le pays fait face également à l'apparition du virus de Marburg, un virus de la famille d'Ebola, hautement virulent et provoquant des fièvres hémorragiques. Et c'est la première fois qu'il est répertorié
arriver en Afrique de l'Ouest et on enregistre déjà un mort dans le sud du pays. Je vous l'annonçais en titre, en Algérie, des incendies ravagent le nord du pays. Le bilan est lourd, plus de 40 personnes ont perdu la vie. Les autorités évoquent la piste criminelle. Une enquête a été ouverte. Les précisions dans ce reportage. Ce ne sont pas moins de 72 incendies qui embrassent depuis lundi plusieurs zones situées dans le nord de l'Algérie, dont 10 rien que pour la wilaya de Tizi Ouzou, en Grande Kabylie, une région montagneuse à l'est de la capitale. Selon le dernier communiqué du ministère de l'Intérieur, plusieurs civils et militaires auraient succombé aux flammes. Le ministre de l'Intérieur qui avance suit la piste criminelle. Face à ce drame, la solidarité s'organise, que ce soit sur le plan local ou international. Le président tunisien Kais Saïed a appelé son homologue algérien, M. Tebboune, pour lui offrir de l'aide en matière d'hélicoptères bombardiers d'eau. L'Algérie qui fait face actuellement à une troisième vague de coronavirus particulièrement foudroyante, notamment en raison de la propagation rapide du variant Delta. Le pays qui peine également à faire décoller sa campagne de vaccination. Seulement 1,7% de la population est complètement vaccinée. Sur 44 millions d'Algériens, moins de 8% avaient déjà reçu une première dose plus de 7 mois après le début de la campagne de vaccination. En Sibérie également, les incendies font des ravages. Depuis fin juillet, cette région, la plus froide de la Russie, bat des records de température liés au réchauffement climatique. Suivez. Les images témoignent de l'ampleur des incendies. Des forêts complètement ravagées. Ici, les restes d'un logement. Les flammes ont tout détruit, ou presque. Beaucoup de maisons ont brûlé, 34 maisons, c'est un très grand nombre. Il y avait beaucoup d'appartements, 2 maisons avec chacune 4 appartements ont brûlé de ce côté. 2 autres maisons avec 2 appartements ont elles aussi brûlé de ce côté et des maisons privées sont également parties en fumée. Selon l'Agence fédérale de la protection des forêts, plus de 8 millions d'hectares sont partis en fumée. Face à l'urgence de la situation, Vladimir Poutine a ce mardi demandé à son ministère des situations d'urgence de redoubler d'efforts. Le ministre de la Protection civile, des situations d'urgence et de l'aide en cas de catastrophe naturelle, Yevgeny Zinichev, a été chargé de renforcer les capacités de lutte contre les incendies et d'intensifier les efforts de lutte aérienne contre les incendies dans la région. Les responsables locaux ont été chargés de soumettre des propositions de mesures de soutien supplémentaires pour les personnes touchées par cette urgence, y compris des propositions de mesures de soutien social élaborées en coopération avec le ministère des Urgences. Les autorités ont évacué les habitants de plusieurs villages de cette immense région de Yakoutie, au nord-est de la Sibérie. Dans un communiqué, la NASA a rapporté que les flammes avaient déjà parcouru plus de 3000 km et atteint le pôle Nord. Difficile de ne pas faire le lien entre ces feux de forêt, particulièrement violents et persistants depuis le mois de mai, et les températures élevées auxquelles est confrontée la Russie. Une hausse du thermomètre que de nombreux scientifiques attribuent au dérèglement climatique. 9 des 34 capitales provinciales de l'Afghanistan désormais aux mains des talibans et 7 sont situées dans le nord du pays, une région qui leur avait pourtant toujours résisté. Les combats qui poussent des dizaines de milliers de civils à fuir leur foyer. Suivez le reportage. Dans ce parc de Kaboul, des centaines de réfugiés attendent d'être ravitaillés en eau et nourriture. Voici l'une des conséquences de la vaste offensive lancée en mai dernier par les talibans. Alors que les insurgés gagnent chaque jour un peu plus de terrain face aux forces gouvernementales, des milliers de civils fuient les combats. Depuis le début de l'année, près de 360 000 Afghans ont été déplacés selon l'Organisation internationale pour les migrations. Je suis arrivé hier soir à cause des affrontements. Je viens de Chardara dans la région de Kunduz. Nous n'avons rien à manger et rien pour nous couvrir. Nous avons donné de l'argent à un chauffeur qui nous a conduits jusqu'ici. Nous vivons des épreuves, il n'y a rien à manger et aucun abri. Les talibans contrôlent désormais 9 des 34 capitales provinciales et tentent de s'emparer de la grande ville du nord afghan Mazar-i Sharif,
Ils ont jusqu'à présent été repoussés mais maintiennent la pression sur des troupes afghanes qui semblent démunies sans le soutien aérien américain. Les troupes américaines sont censées avoir quitté l'Afghanistan le 31 août prochain malgré la menace d'une prise de pouvoir totale des talibans. Joe Biden a de nouveau assuré ne pas regretter sa décision. Je pense qu'ils commencent à réaliser qu'ils doivent s'unir politiquement au plus haut niveau et nous allons continuer à tenir notre engagement. Mais je ne regrette pas ma décision. Face à la déroute de leur armée, les autorités afghanes assurent vouloir encore négocier avec les talibans. Elles mettent aussi en garde sur la présence de nombreux combattants d'Al-Qaïda aux côtés des insurgés. Notre priorité absolue reste la paix et le dialogue en vue d'un règlement négocié à venir. Mais nous avons aussi un autre travail à faire pour défendre notre pays et notre peuple contre cette violence accrue des talibans et d'autres groupes terroristes. Il y a Al-Qaïda et d'autres terroristes étrangers qui combattent aux côtés des talibans contre le peuple afghan et le gouvernement. Dans l'espoir d'éviter l'instauration d'un nouveau pouvoir taliban à Kaboul, les échanges diplomatiques s'accélèrent. Des représentants chinois, occidentaux, pakistanais ou encore des Nations Unies ont entamé une série de réunions à Doha. Ils vont tenter de relancer un processus de paix qui n'a jamais vraiment démarré entre le pouvoir afghan et des insurgés qui privilégient l'option de la force. Ce journal s'achève, mesdames, messieurs, si vous l'avez suivi. Merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.